Bonjour et bienvenue dans ce bilan série des années 2023. Alors cette année, j'ai aussi vu pas mal de séries. Et on commence tout de suite avec la première catégorie, la catégorie Batman. Donc cette année, j'ai regardé pas mal de séries autour du justicier masqué. Pour la même raison que j'ai regardé ces films, comme j'en parlais dans le bilan rétrospective des films 2023, à savoir c'est pour une vidéo que j'espère sortir début d'année 2024 du coup. Même si là, il faut que j'attende quand même de finir au moins. Il y a au moins une série que je dois finir avant de me lancer vraiment sur l'écriture de cela. Et peut-être voir, plus qu'une série, une saison que je dois finir. Et voir si je termine pas les séries entre temps. Bref, parce que oui, j'ai pas regardé des séries entières, juste les premières que j'ai regardées en entière et les autres j'ai regardé que les saisons 1. Mais j'en parlerai plus tard. On commence par le serial de 1943, qui est un serial de 1943. La place de la femme, c'est de servir de victime. Elle n'est pas très utile, le personnage féminin. Il y a quand même pas mal de relents racistes. C'est pas très bien au niveau action et mise en scène. C'est plutôt plan-plan. Et en plus, j'ai aussi dû le voir en mauvaise qualité en anglais parce que c'est introuvable de toute façon. Donc ouais, c'est pas une série que je vous conseille, à moins d'être fan de Batman et de voir sur toutes ses adaptations et de voir c'est quoi la toute première adaptation officielle audiovisuelle du Justicier. Voilà, c'est pour Batman 1943. Ensuite, j'ai regardé Batman The Animated Series, la bien nommée, la très populaire, et c'était sympathique. Alors, beaucoup disent que c'est la meilleure série animée de tous les temps, je suis pas d'accord. Je trouve qu'il y a pas mal de problèmes sur la caractérisation de Batman et que ça tombe dans les problèmes habituels de Batman. Genre, il y a encore beaucoup de psychophobie dans la série. Des fois, il y a un grain de sexisme. C'est encore dans cette première série, c'est rare, on en reparlera quand on parlera à la suite. Le personnage de Batman est souvent pas très antipathique, agissant de manière régulièrement beaucoup trop violente pour ce que c'est et utilisant rarement le fait qu'il est Bruce Wayne et que du coup il a plein d'argent à donner et qu'il pourrait réhabiliter plein de criminels, mais non, il préfère garder Gotham dans la tristesse et la pourritude. Et pourtant, on va quand même te faire dire que de tous les milliardaires, Bruce Wayne c'est le seul qui est sympathique. Euh, Parce que c'est le seul qui essaie de faire des trucs pour l'écologie, ce genre de choses. Mais d'un côté c'est trop candide et de l'autre c'est pas assez critique des milliardaires. Même si on te dit que les autres milliardaires sont des pourritures. C'est dit un peu, mais c'est pas assez dit frontalement. Et il y a des gros problèmes de caractérisation autour de Batman. Voilà. Mais c'est des problèmes de base sur Batman et la série plonge bien dedans, ce qui fait que je peux vraiment pas dire que c'est la meilleure série. Il y a d'excellents épisodes dedans et globalement c'est très bien réalisé, mais c'est pas la meilleure série de tous les temps. Je trouve que plein de séries qu'on dit moins bien, comme Mister Associé, FMA, là j'ai pas d'autres en tête, sont meilleures. Je trouve que FMA est meilleur, je trouve que Mister Associé est meilleur, je trouve que Gargoyles est bien meilleur. Je trouve que Gargoyles c'est une version réussie. Bref, voilà. Ça c'était pour Batman The Animated Series, sauf qu'il y a les nouvelles aventures de Batman, la suite de la Animated Series. Et là c'était par contre très nul. L'animation est devenue plus moche. Les personnages féminins ont tous eu le même design. C'est devenu ultra sexiste d'un coup. Je parle surtout ça se voit surtout avec Poison Ivy et Harley. Mais en général, c'est devenu ultra sexiste. Les scénarios sont devenus beaucoup moins bien écrits. Ouais, il n'y a rien qui va dans The Animated Series. C'est absolument pas en continuité avec la première série, parce que sinon ça part dans tous les sens. Bref, je conseille vraiment pas la troisième saison, du coup, de The Batman Animated Series, nouvelle aventure de Batman, ou la SMD pour les personnes qui suivent CDAL, parce que vraiment, ouais, non, elle est nulle. Il y a 2-3 épisodes qui surnagent du lot. Je trouve que l'épisode sur le marionnettiste dont Bruce Wayne essaie de le sortir est un des meilleurs épisodes de la série, notamment parce que on a enfin Bruce Wayne qui tente d'utiliser le fait qu'il est Bruce Wayne pour sauver des gens. Bravo, champion, ça a pris quoi 300 épisodes. Je déconne, c'est juste 2 saisons et je crois que la série elle dure une centaine d'épisodes. Bref, voilà, ça c'était pour Batman The Series, je vous la conseille. Batman, les nouvelles aventures, je vous la conseille pas trop à 1 ou 2 épisodes près. Ensuite, on part sur les saisons 1 que j'ai vues, à commencer par saison 1 de The Batman, que j'ai préféré à Batman The Animated Series, parce que ça a beau être moins visuellement marquant, et encore, le graphisme est tout à fait correct, et on est moins sur la mise en scène est moins travaillée, mais
les personnages sont plus attachants dans Batman, dans ce Batman. On a moins ce problème de psychophobie parce que, à part le Joker, il n'y a aucun personnage qui sont en mode personnage. Ils sont méchants parce qu'ils sont fous. Comparé à Batman The Animated Series ou comme Batman en général. Là, même les personnages qui auraient pu être comme ça, on ne met pas le terme fou, on les envoie pas à. Arkham, c'est devenu une prison et pas un asile, donc ça aide. Bref, donc j'ai préféré saison 1 de The Batman. La fin avec la naissance de Gueule d'Argile est très très cool aussi. Et j'ai hâte de voir la saison 2 parce que cette première saison, elle était vraiment cool. Ensuite, j'ai vu Batman et l'Alliance des Héros, saison 1 aussi. Et cette saison 1 était rigolote, mais sans plus. Genre, il y a pas mal de bons épisodes. Symphonie en crime majeur est très cool, notamment. L'épisode avec le Joker est très très bien aussi. Mais voilà, c'est pas non plus une série ultra marquante. Genre, elle fait bien son job, elle est plutôt drôle, les scènes d'action sont sympathiques, mais voilà, c'est pas non plus la meilleure série de tous les temps. Ensuite, après Batman, l'Alliance des Héros, j'ai vu Batman La Relève, la suite de Batman The Animated Series et les nouvelles aventures de Batman. Sur un vieux Batman qui prend Terry McGinnis sous son aile. Cette saison 1 était très cool aussi. J'aime bien le graphisme, j'aime bien les nouveaux méchants, j'aime bien l'ambiance, j'aime bien le fil rouge qui a été instauré pendant toute la saison 1. Ouais, c'était une très chouette série et là aussi j'ai hâte de voir la saison 2 pour voir comment ils vont rebondir sur tous les éléments de la saison 1. Après ça, je dirais que le seul problème avec Batman La Relève, c'est que ça suit les nouvelles aventures de Batman, ou la SMD du coup, et que ça reprend des mauvaises idées de la SMD, et ça ajoute aussi quelques mauvaises idées, mais ça, on verra plus tard. Ensuite, j'ai vu les premiers épisodes, donc les 3 premiers épisodes de la Ligue des Justiciers, et vu que j'ai vu que l'épisode d'introduction en 3 parties, je vais pas en parler maintenant, juste dire que pour l'instant, ça va. Il y a un problème de personnages qui arrivent sans que je les connaisse du tout, comme Hawkgirl, il s'appelle comment Green Lantern. J'ai oublié le nom de ce Green Lantern là. Ah merde. J'ai oublié le nom de tout. Attends, c'est. John Stewart. Ouais, c'est ça, c'est John Stewart celui-là, je crois. Bref, Hawkgirl et John Stewart sortent de nulle part. Pour Flash, je sais pas, parce que j'ai pas vu Superman, je crois qu'il apparaît dedans. Superman, je sais qu'il y avait la série, Batman, il y avait la série, mais c'est pas le Batman qu'on connaît non plus, parce que c'est pas vraiment le Batman de Animated. On sent pas trop que c'est le même Batman que dans la série Batman, parce que l'ambiance a vraiment beaucoup changé. Bref, donc c'est un peu embêtant, mais sinon ça reste 3 chouettes épisodes qui donnent envie de voir plus. Voilà, donc ça c'était pour Batman, et on va passer maintenant aux web-séries, parce que j'ai vu et surtout revu pas mal de web-séries. Donc on va commencer par ce que j'ai revu, à savoir la trilogie des Balls, avec J'ai jamais su dire non, qui, bon je l'avais vu l'année dernière, j'en ai déjà parlé l'année dernière, et oui ça a mal vieilli. J'ai jamais su dire non a plutôt mal vieilli. C'est le cas aussi de la théorie des Balls, qui a là aussi plutôt mal vieilli. Genre ça reste drôle, ça reste bien écrit, ça reste attachant, mais il y a un côté mal vieilli, surtout dans l'humour bof. Voilà, c'est pas le plus fin qui soit, et voilà, c'est pas le mieux qui soit aussi. Et Secret des Balls est clairement la meilleure des 3. C'est celle qui a le moins vieilli, c'est celle qui est la plus récente aussi. Le couple entre, même si le BC final entre Mutch et j'ai oublié le nom du héros de la série, bref, des 2 protagonistes, et mais à côté ça reste 3 très chouettes séries. Il faut juste être préparé avant, préparé sur le fait qu'il y a 2-3 points qui sont pas terribles, parce que à l'époque on se posait moins ce genre de questions, et que du coup ça rentre dans des problèmes avec des blagues qui sont un peu sexistes quand même, un peu sexistes et très bof. Mais sinon en général ça passe bien. Ensuite j'ai revu Crossed et Chroma. C'est toujours 2 très très chouettes séries, très intéressantes, et qui donnent la pêche. On sent que Crossed a moins de choses à raconter que Chroma, et que c'est un côté très brouillon. On a dû le faire de manière un peu rapide et avec moins de budget.
Chroma est toujours extrêmement intéressante, extrêmement bien réalisée, et toujours une source d'inspiration énorme pour créer. Bref, deux très très chouettes séries que j'ai, qui sont toujours très cool à voir et à revoir. Bon, après Cross et Chroma, j'ai revu la saison 4 du Visiteur du Futur, Béo Versailles. Bah, elle est toujours géniale. J'adore toujours autant Visiteur du Futur. Comparé à la théorie des Bolts, il y a moins d'éléments qui font dire que ça a mal vieilli. Au contraire. Euh, c'est vraiment une très très cool série. En fait, le seul problème de la série, c'est que le personnage de Raph, qui a bien évolué en cette saison 4, désévolue un peu dans la suite de l'univers. Mais à part ça, Néo Versailles, c'est toujours une valeur sûre. Après, est-ce que j'ai revu des choses? Oui, j'ai revu Rock Macabre aussi. Rock Macabre, qui est donc une autre série de François Descraques, qui mélange comédie musicale et zombies, et qui est toujours excellente, Rock Macabre. J'adore vraiment. Il y a une partie de l'épisode 2 qui est moins bien, avec surtout la mort qui est traitée de façon un peu trop comique. Mais sinon, en général, ça reste une très chouette série avec une excellente BO et de très très bons moments. Après Rock Macabre, j'ai revu Speed Detective aussi, qui est très très drôle, qui m'a inspiré pour faire mon court-métrage l'année dernière. Et je l'avais aussi vu l'année dernière également, comme Rock Macabre. Mais Speed Detective, c'était très drôle. Ce côté mélange enquête, humour fonctionne excellemment bien. Bref, Speed Detective, c'est toujours une valeur sûre. Malgré la présence de Mathieu Sony. Et après Speed Detective, qu'est-ce que j'ai regardé? J'ai revu Bloqué. Bloqué aussi. Il y a une partie qui a pas très très bien vieilli avec des blagues qui sont un peu bof. Les parties sur Serge le Mito sont pas très très réussies au sein de Bloqué. Ils sont beaucoup mieux réussis au sein de la série Serge le Mito. Mais en général, ça reste une série good vibe qui fait bien passer le temps avec de bons concepts d'épisodes. Voilà, donc ça c'était pour les séries que j'ai revues normalement. Non, parce que j'ai aussi revu tout ce qu'a fait French Nerd par le biais de la chaîne French Ball avec leurs courts-métrages qui sont plutôt drôles aussi et remplis de punchlines géniales. Voilà, donc ça c'était pour. Je suis très fan du travail de François Descraques et de Steeman de façon en général. Après tout ça. Si on reste dans les web-séries que j'ai revues, ah oui, dernière série que j'ai revue, c'est Aventure Bataille pour Castelblanc. Bon, lui, ça a beaucoup mal vieilli. What else quand tu as Fred et Bob Lennon en tant qu'animateur. Donc évidemment que ça a mal vieilli, que tu as des blagues discriminantes à l'intérieur. Bon, heureusement, t'en as pas non plus beaucoup, mais t'en as quelques-unes. Mais c'est ma série doudou. Genre, je sais qu'elle c'est pas la meilleure série qui soit. Je sais qu'il y a des problèmes dedans. Je vais pas la conseiller à tout le monde, notamment à cause des gens qui sont dedans. Parce que je peux comprendre que JDG, on puisse ne pas du tout l'apprécier, pas du tout le saquer pour ses nombreuses sorties de route. Et je peux comprendre aussi qu'on n'aime absolument pas Bob Lennon pour ses discours qui penchent régulièrement du côté fasciste de la force. Voilà, donc je comprends, mais moi, c'est ma série doudou. Et tant qu'il n'y a pas non plus d'accusations plus que du fait que ce sont des gros droitos, je pense pas que je vais spécialement la boycotter. Et là, j'ai surtout besoin d'une série qui me repose, et du coup, c'était dedans. Voilà pour Aventure Bataille pour Castelblanc. Ensuite, ça c'est revu. Je vais pas les revues. Je parlais de tout ce que j'ai revu. Oui, j'ai bien parlé de tout ce que j'ai revu. Du coup, je vais reparler un peu des autres séries de Slim et François que j'ai vu, à savoir Le Guichet, qui est une série très rigolote autour du guichet de cinéma. Voilà, pas grand chose à dire de plus, c'est vraiment juste du comique pour du comique. Ensuite, j'ai vu Le Grand Débat, c'est moyen. C'est moins cringe que ce que j'aurais cru, donc ça c'est une bonne nouvelle. Mais voilà, c'est pas non plus exceptionnel. Et j'ai enfin vu Epic Fitness, qui était plutôt drôle. Epic Fitness. 3 épisodes simples qui fonctionnent. C'est pas non plus un chef-d'œuvre, mais ça va, c'est plutôt drôle, c'est plutôt chouette. Donc hop. Grand débat. Ça j'en ai parlé. 1, 2, 3. J'en ai parlé. Tout ça j'en ai parlé. Ah ouais, il me reste plus que les séries, les autres web-séries.
À commencer par l'histoire racontée par les chaussettes, que j'ai trouvé très drôle. C'est globalement la même remarque que je ferais pour le film. C'est plein de petits pastiches. Cette fois-ci, vu que c'est une série, t'as pas ce côté où il faut un fil rouge. C'est très drôle, c'est pas très éducatif, même si tu peux te dire que tu veux t'intéresser au personnage présenté un peu plus probablement plus sérieusement après. C'est mignon, ça a pas vieilli en général. Bref, parce que c'est aussi surtout parce que ça se base énormément sur de l'humour absurde. Voilà. Je vous conseille l'histoire racontée par les chaussettes si vous ne connaissez pas déjà, parce que c'est une très très chouette série. Ensuite, je vais parler de Helluva Boss, saison 2. J'ai bien aimé le tournant d'Helluva Boss saison 2. Il y a toujours ces problèmes de gros série edgy qui se ressent surtout par exemple dans l'épisode de la colonie de vacances. T'as toujours ces problèmes là, mais à côté, les relations de personnages sont mignonnes, les chansons sont géniales et l'animation est toujours parfaite. Donc voilà, pour Helluva Boss, moi je continue à apprécier, je continue à aimer, malgré des défauts qui se sentent de plus en plus avec le temps, à savoir notamment le fait que c'est très edgy et trop centré sur les blagues de cul. Après Helluva Boss, j'en ai parlé. Nous allons parler de Game of Thrones, c'est ça? Normalement il me reste plus que deux. Du coup, on va parler de Game of Thrones. Game of Thrones, c'est toujours aussi sympa. Là, ils ont fait toute une histoire autour de Galaxies qui se passe dans l'espace. C'est sympathique. L'équipe tente des trucs et se remet en question quand on leur dit que c'est pas terrible, notamment sur l'utilisation de l'IA. Qui, pour moi, c'est une des rares fois où ça me dérange pas parce qu'ils payent l'artiste quand même pour faire ça. Et vu que c'est en live et que c'est des improvisations, je trouve ça pas déconnant d'utiliser des outils qui permettent la création rapide d'images. Voilà, mais je comprends. Mais comme ils le disent, on comprend les problèmes liés à l'IA. Au fait que ça pourrit le travail des artistes, tout ça, même si eux c'est une petite boîte et que leur format c'est un des rares formats où tu peux te dire que c'est utile. Tu comprends littéralement pourquoi est-ce qu'ils se disent non et c'est tout à leur honneur de pouvoir se remettre en question quand ils font des conneries. Ou des choses qui sont mal passées. Mais sinon c'est toujours très sympathique à suivre. C'est pas une série que j'aime voir et revoir, notamment à cause de la longueur des épisodes, mais ça reste toujours chouette. Et l'équipe est toujours intéressante et le jeu sont toujours très... l'univers développé en fibre optique est toujours très intéressant. Et après, les réparties de Daz sont toujours exceptionnelles. Lydia c'est Lydia... Ah merde. Bon, Lydia est toujours très cool dans ses persos. MV aussi, avec là aussi de la bonne répartie. Mais c'est surtout Daz qui est vraiment un slayer dans ce cas-là. C'est Lame. Et le dernier c'est Lame, et Lame toujours aussi très sympathique à côté. Voilà. Donc ça c'était pour... j'ai dit que le dernier qui me restait c'était Dawn of Crime. J'ai regardé son 5 Dawn of Crime. Il y a toujours les mêmes problèmes aussi de c'est un peu edgy parce que ça suit Smallville. Mais la web série reste sympathique et j'attends la suite si elle arrive un jour. Voilà, ça c'était pour... Et ils ont toujours pas réussi à bien adapter Poison Ivy. Voilà, normalement je parlais de tout. J'en ai parlé. Bon, normalement j'ai parlé de tout. Du coup, on va passer à l'autre catégorie parce qu'on a parlé de DC avec Batman. Maintenant, il faut parler de Marvel. Bon, Marvel, j'en ai pas vu beaucoup de séries cette année. J'ai vu 3 séries. Secret Invasion, qui était effroyable, avec un sous-entendu raciste vraiment pas piqué des hannetons, qui adaptait une BD qui avait elle-même déjà ce sous-entendu raciste pas piqué des hannetons, qui n'a aucun sens dans la grande cosmologie du MCU, qui se termine de façon aussi totalement idiote. Il n'y a rien qui va dans Secret Invasion, et je parle même pas du générique en IA qui est vraiment une insulte. Voilà. Ensuite, j'ai vu Spider-Man Unlimited pour sortir un peu du MCU, même si je l'ai vu parce que le personnage apparaît dans Across the Spider-Verse. C'est une série Spider-Man futuriste. La série est pas mauvaise, mais elle est pas bonne non plus. Les character designs sont très chouettes, il y a de bonnes idées. La mise en scène et l'écriture sont pas toujours très très bien exécutées. Et il n'y a pas de fin, ce qui fait que tu as une grosse frustration à la fin. Mais c'est pas non plus un visionnage qui a été désagréable. Enfin, j'ai vu What If à l'exception des 2 derniers épisodes que j'ai pas encore vus. Je vais les voir
dans la... Je pense que je vais les voir lundi. Hein. Voilà, voilà. Donc je vais pas avoir parlé du final, en plus du final scénaristique, parce qu'ils ont eu encore la merveilleuse idée de mettre un fil rouge dans une série d'anthologie. Genre, qu'est-ce que tu comprends pas? Genre tu fais une série, c'est une histoire, un épisode. Tu t'y tiens, c'est une histoire, un épisode. Tu mets pas un fil rouge au bout d'un moment. Ah, je déteste What If. Voilà, donc ils sont partis sur la même connerie dans la saison 1. Et sur les 7 épisodes, pour l'instant... Je dirais que c'est une saison 1 light. Genre, il n'y a pas de bons épisodes comme l'épisode de Doctor Strange qui était le seul vrai bon épisode de la saison 1. Mais t'as pas d'épisode aussi mauvais que l'épisode de Thor de la saison 1. T'as quand même l'épisode Happy Hogan's of Noel qui est très très nul. En plus de reprendre un des méchants les moins iconiques de l'intégralité du MCU. Ensuite, sur les 7 autres épisodes que j'ai vus, l'épisode sur Ella et les 9 anneaux est insipide au mieux. Le troisième épisode sur Nebula avait une chouette DA, mais gros problème, l'histoire n'a aucun sens, surtout sur la révélation autour des méchants. C'est vraiment parfaitement... Il n'y a rien qui va là-dedans. L'épisode sur Peter Quill qui attaque la Terre, je crois que c'est le meilleur épisode de la série, mais les dialogues de fin sont plutôt mal écrits. Il y a un gros problème dans la prémisse comparé à ce qui se passe normalement sur l'invasion d'Ego dans le MCU. Et tu as la gamine qui peut capturer, qui peut permettre de faire fuir la menace numéro 1 de l'intégralité du monde hyper facilement parce que personne ne le surveille. Voilà, mais l'histoire à côté c'était plutôt intéressant. Mais tu as tous ces petits problèmes là qui font que ça peut pas être plus que correct. Genre, je dirais qu'on est au niveau de l'épisode sur Killmonger de la saison 1, qui était sûrement le second meilleur épisode de la série, mais qui était pas terrible non plus. Genre soit ça, soit l'épisode de la tuerie des Avengers. Attends, donc ça c'était... Alors Nebula, Killmonger, Ella, Happy Hogan's of Noel. L'épisode qui se passe dans l'univers de Thor Ragnarok avec... comment il s'appelle? Avec Tony et Gamora que l'on voyait à la fin de la saison 1 de What If, qui doit faire une course pour pouvoir libérer la ville du... je sais plus comment il s'appelle, le méchant de Thor 3, enfin le méchant, celui qui a la cité qui fait des jeux. Ouais, je sais plus trop comment il s'appelle, mais il était vraiment pas terrible cet épisode. Vraiment pas, très gamin. Et puis bon, c'est Thor Ragnarok, t'as rien de bien de Thor Ragnarok. Chaque fois que tu reprends Thor Ragnarok, c'est une mauvaise idée. Enfin, le dernier épisode, avant de parler de l'épisode qui est un autre gros morceau, c'est l'épisode qui fait suite au premier épisode sur Agent Carter, qui a les mêmes problèmes d'humour radé pâquerette que la première fois, avec une Agent Carter qui ne sait pas réfléchir et qui est ultra impulsive, ce qui n'est pas le cas de Agent Carter de la série qui était réfléchi quand même. Genre, elle était impulsive, mais elle savait réfléchir. Sa relation avec Natasha, j'ai l'impression qu'elle est ultra queer-codée, mais que du coup c'est du queerbait. Là aussi, la mise en scène est vraiment pas terrible. On aurait pu faire quelque chose de bien avec, mais comme le premier épisode d'Agent Carter, c'est très pas terrible. Voilà, c'est moins. Le dernier épisode, c'est le dernier épisode que j'ai vu, le 7ème. J'ai oublié le nom de l'héroïne, mais c'est bonjour, ça s'appelle What If, ça s'appelle Et si. Donc tu décides de prendre un personnage qui est pas un personnage du MCU, genre il n'est jamais apparu dans le MCU. Bon, déjà, d'où ça vient ton et si? Parce que du coup, il n'y a pas d'éléments de base sur lesquels se rattacher. Genre si Peggy Carter devenait Captain America, oui, tu connais Peggy Carter, tu connais Captain America, tu vois comment ça se passe. Si Thor et Loki ont jamais rencontré, oui, tu vois qui est Thor, tu vois qui est Loki, tu vois comment ça peut se passer. Si Xandar s'est enfermé, tu connais les personnages, du coup c'est intéressant de les voir d'une autre façon. Là, c'est des personnages que tu ne connais pas et qui sont même pas adaptés de comics, vu que c'est le premier personnage original, en tant que super-héroïne en tout cas, du MCU. Et tu le mets dans un What If. Dans un What If. Tu comprends même pas le titre de ta série. Surtout qu'en plus, vu que c'est un personnage qui obtient ses super pouvoirs du Tesseract, ce serait pas plus intéressant de faire What If personnage random devient Captain Marvel? Genre au moins t'as Captain Marvel, tu sais c'est qui Captain Marvel, t'as au moins un petit truc de ton et si, tu vois. Mais non, pas du tout, c'est un nouveau personnage intégralement. Genre, tu fais pas et si la backstory. Genre, c'est comme si j'écrivais un roman d'aventure et que c'était et si Globe Gluck avait gagné la guerre contre Jordar.
Tu sais pas c'est qui Globule, tu sais pas c'est qui Jeanne d'Arc, qu'est-ce que tu t'en fous de ça? Et si, raconte-moi directement le truc, c'est pas un what if, c'est directement l'histoire, c'est l'origine story quoi. Voilà, et ça, c'est sans compter le fait qu'ils ont l'excellente idée de mettre tout cet épisode dans la langue des personnages natifs, à savoir que soit c'est en espagnol, soit c'est en amérindien, je suppose. Entre les deux, du coup, toi tu comprends absolument rien, parce que vu que c'est pas traduit, t'es obligé de tout le temps lire les sous-titres. C'est pénible de toujours lire les sous-titres, surtout que moi, je peux peut-être avoir, j'ai des notions d'espagnol, j'ai aucune notion de langage natif américain. Rien à que pouic. Surtout qu'en plus, il faut que je trouve aussi de quel langage ils ont pris. Donc, je suppose que c'est pas très difficile à trouver, mais donc il faut que je trouve ça. Ensuite, il faut que je la recherche pour comprendre l'épisode. C'est une mauvaise idée. Genre, si tu voulais garder, genre, t'aurais pu garder une des langues dans leur langue native et tu traduis l'autre. Ça s'appelle la traduction, ça s'appelle la convention de traduction. C'est ultra pratique de se faire des histoires où les personnes sont impliquées dedans, parce que du coup, ça veut dire qu'ils comprennent ce qui se passe sans avoir à lire les sous-titres tout le temps. Vous allez voir, ça sauve la vie, ce genre de choses. Bref, voilà, c'est l'épisode où je me dis, mais pourquoi est-ce que personne leur a dit que c'était une mauvaise idée? Parce que t'as rien qui va dans cet épisode. Pas contre la super-héroïne, hein, c'est toujours cool d'avoir des super-héros qui sont pas blancs. Mais voilà, en plus, genre, dans une série comme Essie et dans le MCU qui déjà a des centaines et centaines de personnages dont il peut piocher à l'intérieur, ils auraient pu faire ils auraient pu faire un nouveau alias, genre prendre une nouvelle Captain Marvel, une nouvelle Spider-Man, une nouvelle, genre on aurait pu faire un truc comme ça, ou adapter les personnages amérindiens, natifs américains, je crois que natifs américains c'est pas mieux, des comics, parce que t'en as aussi dans les comics qui n'ont jamais été adaptés, genre vous auriez pu les adapter plutôt. Faire votre boulot, surtout dans un SI quoi, surtout dans un What If. Bref, c'était pas terrible, non, voilà. Donc ça c'était pour Marvel, passons à la catégorie de je sais pas où les mettre, du coup c'est la catégorie autre. Dans les séries autres, j'ai terminé Scrubs, qui là aussi elle a mal vieilli sur certaines blagues, et sinon ça reste très 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 drôle Scrubs. Là aussi j'ai regardé aussi pas mal d'épisodes de la saison 8, j'ai regardé en boucle vers la fin de l'année dernière pour me motiver. Et j'ai fait tout un projet audio, tout premier projet audio qu'on a fait, qui était un exercice de fin d'année, devait se faire en 4 heures, qui était une galère. Je l'ai fait sur Scrubs. Voilà, c'est pas une parodie, c'est plus un hommage à Scrubs, et surtout à ces moments dramatiques. Voilà, donc Scrubs, toujours c'est très bien Scrubs, que ce soit dans l'humour, dans le drame, c'est très bien réussi, les personnages sont attachants. Le problème, c'est surtout que ça a mal vieilli. Sur certaines blagues, sur le fait aussi des personnages connards attachants, hein, ça a apporté de mauvaises choses au final dans l'évolution, mais au sein de la série je trouve que c'est pas très dommageable parce qu'on joue là-dessus et on joue bien sur le fait que c'est pas des bonnes personnes. Ensuite en autre rattrapage, j'ai vu les saisons 2 à 6 de Rick et Morty. C'est toujours aussi nul, ça avance toujours aussi pas, les personnages sont toujours aussi détestables, l'humour fonctionne mal parce que genre je peux pas, parce que l'humour ça se passe sur de la moquerie, sauf que elle est trop violente pour que je puisse en rire sur les personnages. C'est trop violent et trop hors de propos. Et je peux pas m'attacher aux personnages pour les moments sérieux parce que les personnages sont trop imbus d'eux-mêmes et agissent de façon trop ordurière pour que je m'intéresse un peu à ce qui leur passe dans leur vie. En plus, c'est très glauque. Un des créateurs bat sa femme. Bon, voilà, il n'y a rien qui va dans Rick et Morty. Depuis la saison 1, saison 2 à 6, c'était pas non plus. Faut voir si la saison 7, maintenant qu'ils ont viré un des deux mecs en tête, ça va mieux. Je pense pas parce que l'humour ne fonctionne pas depuis saison 1. Ça m'étonnerait que ça commence à fonctionner en saison 7. Le seul truc cool de Rick et Morty pour l'instant, c'est la musique, surtout Damage for Coda. Parce que Damage for Coda, elle est exceptionnelle. C'est la seule raison pourquoi j'aime bien l'existence de cette série, c'est parce que ils ont créé une musique incroyable. Après Rick et Morty, j'ai vu les 3 saisons de Message à caractère formatif. À savoir le premier Message à caractère informatif qui est très drôle. J'ai pas pu voir tous les épisodes parce que c'est une galère de retrouver tous les épisodes de cette première saison, mais c'est plutôt drôle avec leur doublage, de voir aussi comment plusieurs épisodes peuvent être redoublés pour offrir des choses, des meilleures choses. Alors t'as 2-3 trucs qui sont un peu cringe avec le temps, et qui ont, parce que ça m'a vieilli, hein, beaucoup de problèmes de l'humour, c'est que souvent tu vas tomber sur des blagues un peu discriminantes.
parce que on avait à l'époque, même encore aujourd'hui, beaucoup ne font pas attention à cela, de faire attention à ce que l'humour fonctionne sans blesser les minorités. On faisait beaucoup moins gaffe à ça avant, et du coup t'as beaucoup plus de blagues de genre. Voilà. Et c'est toujours dommageable de retomber dessus lorsque je regarde une série, surtout quand la série est de bonne qualité, comme Message à caractère informatif, hein, qui est plutôt vraiment très drôle. Voilà. Message à caractère informatif 2, c'est une suite de messages à caractère informatif qui est plus facile à trouver. Les épisodes étant moins nombreux et plus facilement trouvables en général. C'est extrêmement drôle. J'aime bien l'épisode ultra méta autour du fait de la non-existence de la Cogip. C'était un très bon épisode. C'est toujours aussi bien. Je suppose que ça a pris comme quelques rides, mais ça va encore. Et c'est terminé avec Message à caractère sexy, qui était une version avec plus de blagues de cul, des messages à caractère informatif et qui redoublait des. Je crois que ça redoublait aussi des passages de films porno, qui étaient très drôles aussi, un peu plus bas du front, et plus difficile à trouver parce que tu as des épisodes qui sont censurés partout, j'ai l'impression, et qui sont impossibles à trouver dans les 8. Mais voilà, c'était sympa, et je vais peut-être regarder à la recherche de leur film qui est vraiment là où ils ont vraiment repris plein de films porno pour faire une parodie, parce que ça a l'air très drôle aussi. J'espère juste que ce soit pas trop graveleux. Surtout dans l'imagerie. Voilà, donc ça c'était pour Message à caractère informatif. J'ai terminé Sailor Moon aussi. En regardant Sailor Moon S, Sailor Moon. C'est Sailor Moon S, Sailor Moon Sailor Star et Sailor Moon Super S. Je crois que c'est ça. La 3e saison est plutôt chouette, avec l'arrivée de personnages que j'adore, comme genre les 3 plus grands de Neptune. Neptune est superbe, c'est mon personnage préféré. Uranus est très cool aussi. Et la dernière, c'est Pluton, je crois. Ouais, Pluton est très. Non, attends. Je crois que c'est Pluton, hein, la dernière qui est la gardienne de Usagi Junior. De Mini Usagi. Je crois que c'est ça. Et il y a la dernière aussi. Neptune, Uranus, Jupiter, Mars, c'est leur Pluton, c'est Saturne. Alors Saturne c'était la vieille, Pluton la petite qui était la pote de Mini Usagi. Et c'était très cool aussi. Sailor Moon Super S est moins intéressant parce que dans Sailor Moon Super S l'histoire se suit moins bien. On est surtout centré sur Mini Usagi de façon un peu moins intéressante. Les méchants sont pas les plus folichons de la série, je préférais les 3 premières saisons. C'est un peu le ventre creux de la série, qui se rattrape avec Sailor Stars, avec donc les Sailor Stars qui sont exceptionnels, et qui est une très bonne dernière saison. Dont le truc le plus drôle reste que on a fait des Sailor Stars, des Sailor, des personnages féminins qui, au lieu de se déguiser, se transforment véritablement en personnages masculins lorsqu'elles sont en civil. Pour censurer l'homosexualité de Seyar notamment, parce qu'ils se sont dit qu'il y avait trop de lesbiennes dans cette série. Du coup, au final, on a toujours ce côté lesbienne parce que elle reste, à chaque fois qu'elle est en Sailor, elle est sous son forme féminine. C'est juste qu'au lieu d'avoir une romance, un autre personnage qui est clairement défini comme lesbien, on a un personnage clairement défini comme lesbien et gender fluide. Bravo! C'est Queerphobie Failed. C'est le meilleur Queerphobie Failed que je connaisse. Voilà. Bon. On voulait censurer l'homosexualité. Du coup, on a toujours l'homosexualité et en plus, on a des personnages transgenres. Voilà, c'était très très drôle. Et sinon, je vous conseille toujours la série Sailor Moon. Peut-être pas la VF parce que la VF censure beaucoup. De toute façon, la dernière saison, on n'est pas disponible en VF. De mémoire. Plutôt, du coup, la VOSTFR. Ensuite, non, ça je vais en parler plus tard. J'ai vu les petits meurtres d'Agatha Christie. La saison 1 des petits meurtres d'Agatha Christie. Je l'avais jamais regardé avant parce que j'ai surtout connu la saison 2. Et c'était incroyable la saison 1 des petits meurtres. J'aime beaucoup comment on traite l'homosexualité du personnage du psychic. Je trouve que c'est super bien mené. En plus, ça a été fait à une époque où c'était moins la norme de mettre des personnages de ce genre.
voilà, c'était une très chouette saison 1 avec plein d'enquêtes très bien écrites, des personnages attachants et ça me donne juste envie de me relancer dans la saison 2. Même si je me dis que du coup je vais pas avoir les mêmes émotions, mais peut-être avec plus de nostalgie sur saison 2. Donc voilà, j'ai vu la saison 2 de Good Omens qui est incroyable. Saison 2, j'ai vraiment hâte de la saison 3. La romance Azrael, Afal, Crowley est génial. Crowley est génial en général. Genre, tout est exceptionnel dans cette saison 2 de Good Omens. La relation à Belzébuth, Gabriel aussi est parfaite. Et Every Day is Getting Closer. Voilà, j'ai adoré cette saison 2 et j'ai vraiment hâte de la saison 3. Ensuite, j'ai vu la version live de One Piece. Alors, en effet, ils ont réussi ce qui aurait dû ne pas être réussi, mais ils n'ont pas entièrement réussi. Donc c'est une très chouette série. La saison 1 est très sympa. On voit qu'ils ont réussi à bien résumer One Piece, et surtout la première partie One Piece. Ils l'ont bien résumé, ils l'ont bien réécrit pour que ça colle mieux à leur format et surtout à leur durée. Mais et ils ont aussi rendu les personnages plus attachants, notamment Sanji qui arrête d'être un gros harceleur, c'est toujours un petit plus. Nami est plus supportable aussi. Usopp aussi est légèrement moins insupportable. Luffy toujours aussi cool. Et on a bien développé le personnage de Kobe et ça c'est trop bien. Le seul problème c'est qu'on a toujours les problèmes du fait que c'est One Piece en live. Il y a des effets qui ne fonctionnent absolument pas comme Baggy. Genre ils fonctionnent absolument pas. Les coiffures font très fake. La main Morgane fait très fake, alors pourtant Morgane ça n'a pas été très difficile. Là aussi, le fait que Mulot a un chapeau avec des petites oreilles en peluche, mais on voit que c'est vraiment de la peluche, que ça bouge pas, ça passe mal aussi. Bref, on a quand même ce côté cartoon en live qui rend pas très bien. T'as aussi la mise en scène qui fonctionne pas très bien comparée à la mise en scène du manga et de l'animé, parce que le manga et l'animé ça a été fait pour ce médium, ces scènes là, et du coup ça fonctionne mais beaucoup moins bien quand tu le mets en live, parce que le live ne peut pas permettre tout ce que permet l'animation et tout ce que permet le dessin en général. Voilà, du coup ça fait très peur pour la saison 2, parce que s'ils n'arrivent pas on n'arrive pas à avoir un truc totalement satisfaisant pour la saison 1, alors qu'à côté par contre ils sont très bien gérés, genre les décors restent beaux même s'il y en a pas mal aussi qui font un peu trop fake. L'effet d'élasticité de Luffy est incroyable, donc au moins ce truc là ils ont réussi, mais pour garder la qualité des trucs qui sont réussis et rajouter des choses vraiment en plus comme Chopper qui va être, je sais pas comment ils vont faire pour Chopper, je sais pas comment ils vont faire pour toutes les créatures qui vont apparaître lorsqu'on sera sur Grand Line. Parce que Grand Line en plus ça n'a aucun sens dans les règles, dans les physiques, ça ajoute extrêmement sur le fait que c'est de l'animation et du manga. Donc je ne sais absolument pas comment ils vont réussir à s'en sortir là-bas. Ça me fait extrêmement peur au vu du fait que c'est pas entièrement réussi dans la partie où ça aurait pu être réussi. Donc la partie où c'est encore plus difficile à réussir, je sais pas comment ils vont faire. Comme je sais pas comment ils vont faire pour adapter tout le manga alors que le manga est pas fini, que ça dure des plombes et des plombes, tu pourras jamais faire ça en live. Ça dure trop longtemps pour vraiment adapter en live en suivant toute la trame du manga. Il faudra vraiment faire d'immenses coupes. Et j'espère qu'ils vont faire ça au moins pour avoir une histoire plus digeste aussi, parce que le manga est trop long. Et enfin, le dernier truc que je voulais dire, c'était par contre, ce qui était très bien avec cette série, c'est que c'est une série qui assume. Ça assume le côté grand guignol, ça assume le côté qui aurait pu être ridicule, le côté coloré, ça assume le fait de créer ses attaques, même si ça a l'air totalement ridicule, parce que c'est pas spécialement le plus intelligent à faire. Bref, au moins c'est une série qui assume et on sent que l'équipe s'est éclatée dedans, ce qui est une bonne chose, mais j'ai très peur pour la suite. Donc, je me suis regardé l'intégralité de la série Ninjago aussi. Je sais pas pourquoi, je me suis juste lancé dans toute la série. Elle est très sympathique, peut-être un peu longue, il y a quelques saisons de trop, notamment les saisons qui sont sorties après le film et qui rebootent totalement le personnage de Garmadon. Voilà, c'est pas non plus la meilleure série du monde, mais ça va, c'est une très chouette série. Plutôt drôle, avec des moments plutôt touchants, l'action qui fonctionne, une histoire qui se suit très bien, un très bon univers mis en place. Bref, c'est pas la meilleure série qui soit, mais c'est une très chouette série.
Par contre, je pense pas que je vais regarder les dragons, la suite, la nouvelle série qui fait suite à celle-là. Par contre, je pense pas que je vais la regarder. En tout cas, pas tout de suite. Après, j'ai vu. Donc, il me reste 1, 2, 3, 4, 5. Oui, il me reste beaucoup de trucs. J'ai vu aussi Better Call Saul. C'est une chouette série, j'aime beaucoup le personnage de Saul Goodman, j'aime bien le personnage de sa petite amie aussi. Je déteste le personnage de son frère Chuck, il est insupportable et imbuvable, mais je crois que c'est un peu fait exprès, donc c'est pas de la faute de la série. J'adore surtout le trio d'étudiants en cinéma, donc la chef maquillage et coiffure accessoires, la HMC, le Perchman et le Réal. Je les trouve tous les trois extrêmement fun et je suis toujours ravi de les voir dans la série. Donc c'était une très chouette série, Better Call Saul. Et désolé la coupure, mais ça prouve aussi qu'on n'a pas besoin de rajeunir artificiellement des actrices pour qu'on fasse croire que cela se passe dans le passé. Voilà. Ensuite, nous avons Love, Death and Robots, série d'anthologie que j'ai trouvé très très chouette. Parce que les séries d'anthologie c'est bien, n'est-ce pas, What If? Parce que ça a permis de rencontrer et surtout de connaître plein d'histoires, de plein de genres différents, des bonnes et des moins bonnes, c'est le problème des séries d'anthologie. Mais t'es jamais déçu au final parce qu'à chaque fois tu vas lancer un nouvel épisode, tu auras peut-être perdu 20 minutes de ta vie, mais c'est 20 minutes où tu auras soit la chance de découvrir une masterclass, soit de trouver un truc pas terrible ou un truc juste sympathique, mais toujours une proposition différente à chaque fois, et ça c'est cool. Ensuite, j'ai vu Scott Pilgrim prend son envol, qui est donc une excellente série. Je vais la mettre bonne surprise de l'année, parce que Scott Pilgrim, je pensais que ça allait juste être une série un peu osef, qui reprendrait juste mot pour mot la BD ou le film, qui serait donc pas très intéressant, parce que la bande-annonce te le vendait un peu comme ça, alors que les réals m'ont dit qu'il ne faut pas s'attendre à ça. Mais j'ai pas vu les messages avant et j'étais pas non plus j'étais quand même très méfiante sur cette série et en vrai elle était géniale, elle m'a prise par surprise vraiment, et je crois que il faut connaître Scott Pilgrim avant de voir la série pour mieux comprendre à quel point la série est bien et pour mieux apprécier la série, parce que la série joue sur le fait que l'on connaisse Scott Pilgrim pour son histoire, déjà parce que Scott n'est pas le personnage principal de cette série, parce que Take Off, il prend son envol, il n'est plus dans la série, à partir d'un certain point. Et ça va surtout se centrer plus sur Ramona. Et ce qui est bien, c'est que ça va permettre à des personnages comme Ramona ou Knife d'avoir un développement en dehors de Scott, parce que la série de BD comme le film, ou même le jeu vidéo, on en reparlera peut-être un peu, sont très Scott-centrés. Là, vu que c'est un peu plus Ramona-centré, on a un peu plus de Ramona, et c'est très cool. Knife réussit à sortir de la petite copine avec qui Scott a été une ordure en jouant ce sentiment, alors que lui ne l'aimait pas, il la considérait même pas comme sa petite copine. Elle a réussi à avoir un vrai développement à part de Scott. C'est excellent, le développement de Knife est un des meilleurs points de la série. Les personnages qui étaient très effacés dans le film a le droit à un bon gros mise en avant. Je suppose que dans le comics ils sont un peu moins effacés que dans le film, c'est pour ça que je vais surtout me baser là-dessus. On a du développement de personnages intrigants comme celui autour de Gideon ou de Matthew Pater. Les deux ont un truc très intéressant autour. T'as de la mise en abîme, notamment autour du film, qui est exceptionnelle. L'animation est super, notamment pour les scènes de combat. L'émotion fonctionne bien. Scott est un peu moins une ordure parce qu'on a préféré faire de sorte que Scott soit moins une ordure. Par contre, voilà, c'est parce que vu qu'on est moins centré sur l'évolution de Scott, même si elle est présente, l'évolution de Scott, la fin reste lui qui doit affronter ce qu'il peut devenir pour devenir une meilleure personne. On a un Scott qui est moins pénible pour qu'on ait, je suppose, pour qu'on soit pas trop en antipathie avec lui, comparé au film et au comics où Scott se doit d'être quelqu'un de mauvais qui ne se l'avoue pas, pour que son évolution soit plus satisfaisante et fonctionne mieux. Sur le fait que du coup c'est quelqu'un qui doit apprendre à évoluer à l'aide d'une nouvelle relation où il doit affronter le passé de sa petite copine, qui le met en face de ses propres contradictions et ses propres défauts pour qu'il devienne une meilleure personne à la fin, comme Ramona a pu et le faire. Voilà, donc c'est pour Scott Pilgrim pour son envol.
la dernière série que j'ai vue intégralement, c'est la série qui a le droit à mon badge coup de cœur de l'année. C'est la série qui a le droit à mon badge meilleure sortie de l'année aussi. Et c'est mon badge qui a le droit au badge meilleure série de l'année. C'est Lusa Houseville. Lusa Houseville, c'est une pépite. Bon, t'as quelques épisodes qui sont moins bien que d'autres, ce qui fait que techniquement le badge meilleure série de l'année, j'aurais peut-être plus dû le donner à Scott Pilgrim, mais je m'en fous, je le donne à Lusa Houseville parce que je l'adore. Notamment dans la saison 1, il y a quelques épisodes qui sont un peu... l'épisode d'échange de corps et c'est le seul vrai mauvais épisode de la série, l'épisode d'échange de corps. Et le pilote, je trouve que c'est un des plus mauvais pilotes que j'ai vu parce qu'il vend très mal sa série. Donc ouais, la série est comme vachement mieux que ce que le pilote donne à croire. À côté, tout est exceptionnel, les personnages sont exceptionnels, il y a la meilleure romance qui a jamais été écrite de la fiction à l'intérieur. La représentation queer est géniale. J'adore le personnage de Rain. Il y a les... Eda aussi est superbe. King a une excellente évolution au fil de la série qui passe de personnage qui peut être un peu insupportable à personnage tragique génial. Le collectionneur est un excellent méchant. J'adore Belos aussi. Tout est exceptionnel dans Lusa Houseville. Les scènes de combat ou même les scènes romantiques sont excellemment bien animées. Genre le baiser Lusavetti par exemple, il est animé d'une telle fluidité, il est magnifique. J'aime bien la DA aussi. Ça sait très bien jongler sur son univers, ça a très bien réussi à jongler sur la manque de temps parce que la série a été annulée. Et elle devait avoir 4 saisons à la base, au final elle a eu que 2 saisons et 3 courts-métrages en guise de saison 3. Donc on sent aussi un côté un peu speed et rushé vers la fin. Mais c'est une excellente série, je la conseille à tout le monde, c'est ma série préférée. Et c'est clairement la meilleure série que j'ai vue en cette année 2023. Et si c'est pas la meilleure techniquement parce à cause des petits défauts des premières saisons, c'est la série que j'ai envie de le plus recommander, la série que j'ai plus envie de le revoir, la série que je vous conseille absolument. La VF fonctionne très bien, mais j'ai une grosse préférence pour la VO. Je trouve qu'elle capture mieux les personnages. Et c'est une des rares fois où pourtant une bonne VF me fait ça. Bref. Après, on va parler de séries que j'ai pas vues intégralement. A commencer par la série dont j'ai vu la saison 1, Star Wars Rebels. Voilà, j'ai vu que la saison 1 de cette série. Je compte me voir les 3 saisons suivantes dans l'année 2024. Et c'était bien. Genre, c'est un peu comme tout ce qui est bien en Star Wars. C'est juste bien, mais c'est pas exceptionnel. Les personnages sont attachants, mais sont pas mémorables. Sont pas incroyablement mémorables. L'action fonctionne, il y a des idées intéressantes dedans. Mais c'est pas la série que je vous conseillerais à voir absolument. Même si elle n'est pas mauvaise. Après Star Wars Rebels, j'ai vu une partie de Miraculous saison 5. Parce qu'en fait, je crois qu'il me manque la seconde moitié de la saison, peut-être un peu moins. Parce que j'en pouvais plus. Vraiment, elle m'a épuisé cette série. Et tout ce que j'apprends sur la fin de la saison 5, tous les extraits que j'ai vus, ça prouve surtout que la série termine vraiment de manière horrible. Termine vraiment. Et genre, la fin est vraiment incroyablement mal faite. De ce que j'en ai, de tout ce que j'ai pu recevoir. Surtout qu'en plus, c'est des retours de gens qui ont bien aimé la fin de la série. Donc, c'est pas un biais comme ça. C'est vraiment que les idées de cette fin sont juste très mal. C'est vraiment les pires idées qu'ils ont pu avoir. Bon, ça reste mieux que la saison 4, mais cette saison 5, elle est affreusement mal écrite. Et c'est pour ça que le film est du niveau de la série. Parce que la série de base, il faut se réveiller au bout d'un moment. Elle est très mauvaise. Et d'ailleurs, je compte, une fois que j'aurai fini la saison 5, je compte en parler. Parce qu'il faut un moment que je dise que dans Miraculous, ça avait de bonnes bases. Ça aurait pu être quelque chose de bien. Mais non, c'est effroyablement mal écrit avec des personnages qui régressent et qui sont insupportables. Miraculous n'est pas une bonne série. Voilà. Ensuite, dans les séries dont j'ai vu que quelques épisodes, il y en a 4 dans ce cas-là. Le premier, c'est Milky Way. Donc, j'ai vu que 2 premiers épisodes lors du festival Sérimania. C'est intéressant, c'est pas du tout mon type de série. Je trouve que pas les personnages ultra attachants. Mais c'est intriguant, c'est pas mal réalisé et ça me donne envie de voir la suite. Et je crois aussi que je suis en manque des repères culturels pour bien comprendre. Parce que c'est une série grecque du coup. Et je suis pas très à même de la culture grecque. Surtout la culture grecque moderne parce que je connais juste la mythologie. Donc je ne pourrais pas dire à quel point... Je suppose qu'une fois qu'on me met dedans, vu que ça part très certainement vu que c'est un drame social, je pense que c'est plus intéressant quand tu es là-bas parce que tu comprends mieux le drame social et que c'est fait pour surtout ce public-là. Ensuite, j'ai vu Norland 99. Je crois que c'est une série danoise.
je vais mettre l'identité de la série au truc. Je l'ai aussi fait la série Mania. Là, on a vu 4 épisodes, donc la moitié de la série. C'est très intriguant, très intéressant. Ça me donne envie de voir la suite et du coup, il faut juste que je trouve comment est-ce que je peux voir Mickey Way et 99 parce que j'aimerais bien connaître la fin de cette intrigue policière. C'est une très chouette intrigue policière. Voilà, 99. Ensuite, il reste plus que le truc, c'est que Percy Jackson, qui est sorti il y a 3 semaines. Non, 2 semaines. Enfin, c'est sorti il y a 2 semaines. Les 3 premiers épisodes donnent vraiment bon espoir sur la série. Elle est très cool, les acteurs font très bien leur taf. J'attends de voir pour le personnage de Luke, pour la partie où il devient, pour son double jeu. Je vais voir à quel point il est efficace dans l'autre. J'attends aussi à voir un peu plus pour Clarisse, parce qu'on l'a pas beaucoup vu. J'aimerais bien voir si ça fonctionne bien aussi dans les scènes touchantes de Clarisse. Et Annabeth, pour l'instant, ça fonctionne très bien, mais j'attends la partie là aussi où elle est moins froide. Mais pour l'instant, tous les acteurs fonctionnent. Sur le moment T des personnages, ils sont tous exceptionnels. Voir comment ils réussissent dans l'évolution des personnages, surtout pour les personnages qui ont vraiment une évolution drastique. J'aime bien tous, j'aime bien les parties pris de la série, les changements, j'aime bien ce qu'ils ont fait de Méduse notamment. J'aime bien le fait que j'aime bien les changements qu'ils font autour de Sally Jackson est exceptionnelle dans cette série. J'aime bien aussi le fait comment ils ont raccourci la série, comment est-ce qu'ils ont modifié les relations entre personnages. Bref, pour l'instant, c'est vraiment une excellente série et j'ai hâte de la voir parce qu'elle est. J'ai hâte surtout de voir jusqu'à la fin comment est-ce que ça va se terminer et j'espère qu'elle va continuer hein, parce que pour l'instant, c'est très chouette. C'est une très bonne réadaptation à milieu de celui du film. Regardez Percy Jackson, c'est très cool. Pas forcément de manière légale, hein, parce que Disney, mais regardez Percy Jackson. Et enfin, j'ai vu les premiers épisodes de Columbo à cause ou grâce à Mea. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce que je vais dire. J'ai vu les 2 pilotes. Donc le premier est sympathique, le second qu'elle a pas traité, j'ai trouvé très bien aussi. Même si c'est vrai que la fin avec la gamine qui tire un peu n'importe où, mais l'autre problème avec ces deux, c'est qu'on n'a pas encore le Columbo bien établi dans ces 2 premiers épisodes. Mais c'était 2 très chouettes épisodes. J'ai vu les 3 premiers épisodes de la série, donc Livre témoin qui était exceptionnel, Faux témoin qui était un peu trop dur mais qui était pas mal cool aussi, surtout sur la partie autour de Columbo qui dévoile le plan, et Poids mort qui était pour l'instant le moins bon épisode de ces 3 premiers, qui était pas terrible. Columbo fait mal son boulot, il n'y a pas spécialement d'alibi, c'est l'épisode qui est vraiment pas terrible de la série. J'ai hâte de voir la suite. Normalement, j'aurais dû voir la suite, c'est juste que j'ai pas eu le temps. Là, je vais au moins me finir la saison 1. Je vais essayer début de cette année. Voilà. Et c'est 3 chouettes épisodes de Columbo. Peut-être que je vais revenir pour parler un peu plus des épisodes dans une rétrospective, on va voir. Mais voilà, Columbo, c'était très chouette. Et j'ai hâte de voir la suite parce que une fois que tu es dans le bain, une fois que tu t'es bien préparé, surtout à la première partie qui est un peu longuette, c'est cool Columbo. Une fois que tu es préparé, une fois que tu es dans le bain, une fois que tu es suffisamment peut-être aussi mûr pour voir ce type de série qui est pas spécialement habituel dans les séries policières, c'est très génial. Voilà, c'est la fin pour tout ce qui est série 2023. On se retrouve pour la prochaine vidéo sur les jeux vidéo 2023 et ça sera fini pour les bilans. Salut!